La douleur est une entité plurielle qui peut se décliner en douleur aiguë liée à une atteinte tissulaire ou douleur chronique considérée comme douleur-maladie. La douleur chronique peut être de type nociceptif ou inflammatoire, de type neuropathique, de type idiopathique. Elle peut se situer sur le site lésionnel ou se projeter à distance, ce qui la rend complexe. Il est fondamental pour la cerner d'effectuer un diagnostic différentiel. Une ou plusieurs structures peuvent être concernées. Le tissu cutané et sous-cutané, les systèmes ostéo-articulaires, musculaires, vasculaires, nerveux et neurovégétatifs. Nous posons les questions fondamentales. Où, quand, comment, pourquoi ? Le bilan va décrire de la douleur sa localisation, son trajet, son mode de déclenchement, son type, son intensité, sa périodicité, sa durée ainsi que son retentissement. L'anamnèse permet de connaître son contexte. Le bilan de la douleur s'associe à tous les autres bilans, articulaires, musculaires, trophiques, sensitifs. Nous investiguons sur les circonstances du déclenchement, soit événementiel, soit insidieux, ainsi que sur la temporalité de la douleur, son ancienneté, la périodicité et la durée des crises. L'interrogatoire du patient renseigne sur son ressenti, influencé par sa propre perception. Il peut être enrichi par l'utilisation de questionnaires. Il est empreint de charges symboliques et de préoccupations qui peuvent être invisibles au thérapeute affairé à la preuve objective. La quantification de la douleur est subjective. Elle peut être affinée par la cotation de la gêne fonctionnelle qui doit diminuer lorsque celle du soulagement augmente. Pour un diagnostic différentiel objectif, nous disposons de plusieurs outils. Tout d'abord, l'observation. Il y a des signes qui permettent déduction anticipatoire, mais souvent la douleur est invisible. Le moyen principal du thérapeute est la palpation qui renseigne précisément sur les points algiques et leurs irradiations, sur la modification des structures. Par l'effleurage, nous mettons en évidence l'hyperesthésie cutanée. Cette douleur est décrite par le patient comme une gêne au frottement qui génère la mise en exclusion. Par la palpation statique et le pétrissage superficiel, nous identifions la souffrance du tissu sous-cutané. Cette douleur est décrite par le patient comme déclenchée par l'appui. Pour identifier la douleur articulaire de type plus souvent fonctionnel, la palpation est plus profonde, méthodique sur tous les versants et adjointe à des tests spécifiques de laxité. Exemple ici pour la rhizarthrose, où l'on repère au stade précoce une laxité de l'articulation trapézo-métacarpienne. La douleur musculaire, également fonctionnelle, est identifiée par la palpation profonde étagée ainsi que la mise en étirement. Elle permet de situer les indurations, les raccourcissements douloureux, les poinçonnettes. Les douleurs tendineuses sont repérées par la palpation et la mise en tension, par exemple ici pour la tendinite de De Quervain. Les douleurs ont un point de départ et irradient au tissu voisin. Il est fondamental de vérifier scrupuleusement les structures afin de ne pas confondre une tendinite avec une douleur articulaire. Pour les douleurs perturbant la fonction, nous repérons les gestes déclencheurs afin de les corréler à la difficulté biomécanique et d'envisager des solutions ergonomiques. Les contraintes sont souvent multifactorielles, positionnelles ou de répétitivité, générant compression, usure, tension, fatigabilité. La douleur de type inflammatoire et d'apparition inopinée survient même au repos, elle est souvent prédominante la nuit. Les deux types de douleurs, fonctionnelles et inflammatoires, sont souvent imbriqués. Pour qualifier la douleur inflammatoire, il existe plusieurs outils. Les signes visibles sont la modification de la couleur des téguments, cotable par comparaison, l'œdème que nous mesurons, la prise comparative de la température cutanée
qui permet de vérifier une hyperthermie. Dans l'algodystrophie en phase chaude, par exemple, un écart comparatif de 3 à 5 degrés est fréquemment retrouvé. La température ambiante et la position sont des paramètres importants à considérer. L'hypothermie rapide au froid peut évoquer un syndrome de Raynaud. L'hypothermie positionnelle, un syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Dans ces deux cas, douleurs d'origine vasculaire et neurologique se mêlent. Dans l'algodystrophie, le dysfonctionnement neurovégétatif génère une stase capillaire osseuse, source de douleurs profondes en phase chaude, que nous pouvons objectiver par un test de percussion sur une tubérosité. Enfin, la douleur neuropathique. Elle est systématisée par sa topographie correspondant au territoire du ou des nerfs concernés. Sa séméiologie clinique est stéréotypée. Elle peut être d'origine périphérique ou centrale. Le questionnaire DN4, recommandé par la Société française d'études et traitement de la douleur, permet de confirmer la composante neuropathique d'une douleur. Ce questionnaire, auto-administré, interroge sur le qualificatif tel brûlure, fourmillement et sur le mode de déclenchement. La douleur neuropathique est circonscrite au territoire correspondant. Elle peut être superficielle, nous parlerons alors d'hyperesthésie cutanée. Elle peut être profonde, ce que nous rencontrons dans l'allodynie, douleur sous-cutanée par acidose tissulaire, ainsi que dans les syndromes compressifs tels le syndrome du canal carpien. La douleur superficielle, d'origine neurologique, est repérée par le test d'effleurage, celle plus profonde par le palpé sur le trajet du nerf. Les deux peuvent être présentes et leur distinction permet l'adaptation du traitement. Pour comprendre ce qu'est l'hyperesthésie, reportons-nous au bilan sensitif qui définit de façon précise l'étape de récupération nerveuse dont la rapidité est corrélée à l'étiologie. La chronologie de réafférentation en est la clé, car la réafférentation des terminaisons libres, capteurs de la sensation douloureuse, est la première à récupérer. Celles-ci, étant reliées à des fibres amyéliniques, sont les premières à recouvrer leur fonction. Il en est de même pour les thermorécepteurs qui récupèrent en même temps, bien avant les récepteurs du tact mobile puis fixe. Ceci explique le fréquent phénomène d'intolérance au froid. Pour la réalisation du bilan sensitif sont utilisés entre autres les monofilaments dont la densité permet de calibrer le seuil de perception entre 0,3 et 50 grammes, le plus fin correspondant à une sensibilité normale. Pour la quantification de la douleur cutanée, il est possible d'utiliser l'appui des monofilaments. Mais en ce qui concerne la douleur sous-cutanée ou allodynie plus profonde, la pression des monofilaments est trop faible, nous aurons donc recours à un algésimètre gradué entre 50 et 300 grammes. Pour exemple, ce patient décrit une douleur dorsale diffuse de D5 suite à un écrasement. Le seuil de sensibilité testé au monofilament est positif pour 1,2 g, ce qui correspond à une sensibilité subnormale en face dorsale d'un doigt. La sensation superficielle désagréable ou hyperesthésie est déclenchée par une pression de 15 g. Grâce à un appui plus profond par l'algésimètre, nous distinguons une douleur du tissu sous-cutané ou allodynie déclenchée à 75 g. Ceci nous amène à considérer que chaque douleur doit être repérée, qu'elle soit superficielle ou profonde, selon quelle structure elle affecte, afin que le traitement soit justement adapté. Il n'y a donc pas une, mais des techniques de traitement de la douleur. La désensitisation est le traitement indispensable de l'hyperesthésie cutanée. Elle a pour principe de créer par frottage ou brassage de texture un stimulus désagréable supportable qui génère un phénomène de masquage du ressenti douloureux superficiel. L'intérêt des vibrations est double.
Il a été démontré que l'effet antalgique superficiel et profond était obtenu par l'application d'une vibration moyenne de 120 Hz pour une intensité de 3 volts. La stimulation vibratoire favorise une dégénérescence valérienne, plaçant ainsi peu à peu la gaine axonale dans des conditions de remyélinisation optimales. Le patient, qui dirige lui-même la sonde le long du trajet douloureux, constate le recul de sa douleur neuropathique. Démarrant en fréquence haute, confortable et intensité basse, il supporte peu à peu un stimulus plus intense. Divers types de stimulateurs de vibration adaptés existent, dont la plage de fréquence est variable de 100 à 400 Hz. Pour le traitement de la douleur profonde, l'efficacité du TENS n'est plus à démontrer, ni celle de la stimulation électrique fonctionnelle qui adjoint l'effet antalgique à la réintégration précoce du mouvement. Les champs magnétiques biopulsés sont peu connus. Ils agissent par principe de réinformation cellulaire, potentialisant la capacité de la cellule à s'auto-guérir. Par normalisation, ils accélèrent la cicatrisation, atténuent la douleur neuropathique. Le massage, sous toutes ses formes, a toute sa place ici, soit par sa légèreté pour la désensitisation, soit par son intelligence à drainer, détoxiner, redonner vie. Qu'il soit manuel ou aspiratif, il doit être dosé. Ni trop léger, ce qui le rendrait vain, ni brutal, ce qui le rendrait toxique. Les orthèses statiques ont un rôle antalgique au niveau musculo-squelettique. Elles peuvent être curatrices de certaines douleurs neuropathiques, par exemple dans le syndrome du canal carpien, où l'ouverture du canal diminue la compression du nerf médian. Les orthèses fonctionnelles soutiennent et préviennent. Elles peuvent, comme pour les bagues de poulie, être curatrices de l'inflammation. L'œdème réactionnel est source de douleur par les toxines qu'il retient, de raideur par la fibrose qu'il génère. Le traitement compressif sous toutes ses formes engendre une normalisation par l'effet sur la microvascularisation. Il jugule la douleur des cicatrices hypertrophiques. Au travers de tous ces moyens, le patient est informé et guidé. Pour apprivoiser et gérer sa douleur, il doit la comprendre. Il doit lui-même s'investir à se réapproprier au plus tôt son segment douloureux. La douleur, cette entité si subtile, prend tous les visages. Il arrive que malgré toute l'attention qui lui est accordée, le patient soit encore souffrant et se sente incompris. Le regard du praticien doit être analytique, méticuleux, mais il doit être élargi au-delà. Car la douleur chronique peut se manifester à distance, comme dans le syndrome de la traversée thoraco-brachiale. Celui-ci est caractérisé par des douleurs diffuses de type vasculo-nerveux et des sensations de lourdeur. Il est repérable par la palpation étagée, la mise en situation fonctionnelle bras en élévation et, entre autres, le test du chandelier. Le syndrome de malocclusion dentaire, moins connu, se manifeste par des douleurs obnubilantes ne cédant à aucun traitement. Il est à recrudescence nocturne car nous serrons les dents au cours du sommeil paradoxal. Le mauvais équilibre occlusal peut être aggravant dans certains tableaux douloureux, générant une décompensation d'un équilibre précaire. La langue, muscle puissant, s'insère sur l'osioïde et par son intermédiaire agit sur les chaînes musculaires. L'observation de l'occlusion se fait bouche fermée, lèvres soulevées. Ceci permet de constater une béance plus ou moins importante, perturbant le fonctionnement de la langue, une asymétrie de contact. Les articulations temporomandibulaires peuvent présenter un ressaut douloureux. Le patient sera alors orienté auprès d'un dentiste de préférence kinésiologue, car tant que l'équilibre occlusal n'est pas réparé, les diverses interventions antalgiques risquent de demeurer vaines. Revenons à la douleur post-traumatique. Le patient de gauche nous consulte 2 ans après une amputation totale au poignet, suivie de réimplantation et rééducation en centre. Celui de droite, victime d'une amputation subtotale,
démarre une rééducation spécialisée à J2. Les deux ont été victimes de blessures par scie circulaire. Pour ce second patient, immédiatement encouragé au mouvement, accompagné au jour le jour dans son évolution douloureuse, sensitive, motrice autant qu'émotionnelle, le résultat à 1 an est une réintégration fonctionnelle satisfaisante et surtout une absence de douleur. Le premier, Bûcheron, nous arrive avec une impotence fonctionnelle totale, un tableau douloureux complexe, une détresse immédiatement repérable. Il décrit sa prise en charge précédente, au cours de laquelle lui a été administré un traitement par contre-stimulation alors qu'il portait 24 heures sur 24 une orthèse de mise en exclusion. Il narre cet épisode comme ayant représenté pour lui une seconde amputation symbolique, ne correspondant pas à sa logique et le dissociant de lui-même. Il décrit avoir, durant cette immobilisation contrainte, perdu définitivement par adhérence l'efficience de son long fléchisseur du pouce présente auparavant. La méthode dite de contre-stimulation pour douleur neuropathique utilisée n'a pas considéré les divers types de douleurs, se focalisant sur l'hypersensibilité à 15 grammes et la considérant à distance. La main a été placée hors du champ de la vue et le mouvement interdit. Ceci a renforcé le phénomène pathologique de l'exclusion. L'exclusion est un phénomène réflexe d'origine neurocentrale de mise au repos par protection. La perception conditionnant l'action et compte tenu de la plasticité cérébrale, cette mise à l'écart génère rapidement un phénomène de réorganisation de l'aire sensorielle correspondante. Ce qui a été démontré lors de travaux sur des singes. Après section de leur nerf médian, il est constaté par IRM que l'aire corticale correspondante est envahie en 3 à 10 jours selon les sujets par les aires ulnaires et radiales voisines. À propos de ce qui se passe au niveau du cerveau, il a été mis en évidence que l'illusion visuelle du mouvement stimule l'aire motrice primaire précurseur du mouvement et que surtout, le mouvement a une action visible à l'IRM sur les centres de la douleur. Ceci corrobore que le mouvement allège la douleur. L'Association internationale pour l'étude de la douleur reconnaît que les centres cérébraux de la douleur sont étroitement liés au centre des émotions. Les noyaux gris centraux sont au cœur de la coordination sensitivo-motrice, leur fonctionnement est complexe et étroitement imbriqué. Le thalamus, par exemple, coordonne les propriétés de perception, il est en lien avec l'amygdale qui décode les émotions et entre autres avec l'hippocampe qui stocke les souvenirs. Notre cerveau est le centre gestionnaire de nos émotions et, lors d'un choc, il alerte en chaîne les zones d'activation des réflexes neurovégétatifs de survie. Mais la mémoire archaïque les ayant programmés, il se peut que ces réflexes soient inadaptés à la réalité. C'est ce que nous retrouvons dans les réactions pathologiques dues au stress post-traumatique. De nombreux auteurs ont décrit une correspondance entre stress émotionnel et programmation des symptômes. La mise en cause des réactions cérébrales sur la somatisation est reconnue dans la genèse des maladies. Le choc, pour engendrer un symptôme, doit être vécu comme étant dramatique, inattendu, vécu dans l'isolement et sans solution immédiate. La perception d'un même événement est variable selon chaque individu, en fonction de sa propre carte ou perception du monde, de ses expériences, de son héritage culturel qui élabore ses croyances et interprétations et donne une symbolique à l'événement. Par tout ceci, nous comprenons que le traumatisme actuel réavive les circuits anciens d'un ou plusieurs souvenirs de même tonalité engrammés dans l'inconscient. Ceci parasite le langage du corps et limite l'accès aux ressources d'auto-guérison que nous avons tous. Alors, comment aller chercher au cœur de nous la solution ? De plus en plus reconnue, l'hypnose et la méditation permettent de faire le lien entre douleur et émotion.
Notre cerveau gauche est logique, il contrôle et guide. Notre cerveau droit, quant à lui, est une ressource immense de créativité, d'intuitif, et c'est en lui que se trouve notre potentiel de solution. L'EMDR est une méthode de reprogrammation des automatismes neurocentraux perturbés à la suite d'un choc. Par le biais du mouvement oculomoteur, s'effectue une réorganisation des automatismes neurocentraux qui effacent la réaction souffrance. La technique d'identification des douleurs inconscientes ou TIPI est une autre méthode donnant sens aux symptômes. Son auteur a mis en avant que la douleur est un message indicateur du ressenti. Partant de la douleur et la laissant monter à son paroxysme, il propose d'accueillir l'émotion associée. Notre patient bûcheron reconnaît ainsi que sa douleur neuropathique est exacerbée par sa propre colère et s'atténue lorsqu'il parvient à apaiser celle-ci. Cette patiente consulte pour une algodystrophie spontanée au poignet. Le bilan montre des douleurs vasculaires et neuropathiques dans un contexte de début de burn-out et d'antécédents traumatiques anciens. Elle reconnaît peu à peu un ressenti de dévalorisation et de culpabilité, ainsi qu'une colère intérieure non exprimée. Nous pratiquons, sans le savoir, l'hypnose conversationnelle. Le patient douloureux est perméable aux propos du thérapeute. Toute parole négative ou autoritaire peut lui être toxique. Nos mots doivent être encourageants car ils génèrent une projection vers l'objectif soulagement, la futurisation de guérison. L'implication du patient est indispensable. Il doit comprendre les mécanismes de la douleur afin d'optimiser par les encouragements du rééducateur l'utilisation de ses propres ressources. Il s'agit de le guider à entrer dans une sensation pouvant être perçue comme désagréable et de la considérer comme acceptable afin de progresser. Outre expliquer, nous devons le mettre en situation afin de lui faire vivre la réalité du ressenti. L'aider au mouvement, car la raideur très vite installée peut devenir impossible à juguler. Les adhérences et rétractions doivent être prévenues ou traitées au plus tôt. La Société française d'études et traitement de la douleur recommande l'usage de la physiothérapie antalgique, des thérapies comportementales, ainsi que l'introduction précoce de la mobilisation dans le protocole de rééducation. Elle préconise le dépassement de la sensation douleur, seuil difficile à jauger, préférable à la sidération. Pour conclure, le bilan de la douleur de la main doit être analytique et rigoureux, tenir compte de la chronologie de réafférentation des nerfs, observer que la douleur neuropathique peut se doubler d'autres douleurs. Il doit être systémique, observer et écouter, en outre, l'être dans sa globalité.